qui considère sa vie comme dénuée de sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie, disait Albert Einstein. Franklin Delano Roosevelt disait pour sa part tout simplement une chose simple, qu'il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce mercredi pour une nouvelle édition de DBS Matin. Cela fait déjà plus de 2 mois que nous sommes ensemble et nous savons que vous connaissez bien le principe de cette émission. Tout au long de cette émission d'ailleurs et ces 2 heures à venir, nous allons vous entretenir par des informations et surtout vous apporter le décryptage sur un plateau d'argent. Alain Diop, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Vous êtes jeune? Oui, bien sûr, je suis jeune. Je n'ai pas encore atteint 40 ans. C'est quoi la jeunesse d'ailleurs? La jeunesse justement est définie par l'Union africaine. C'est de 15 à 35 ans. C'est ça la jeunesse? C'est ça la jeunesse. Donc vous voulez dire qu'un homme de 50 ans n'est pas jeune alors? Il n'est pas jeune. Par contre, au Cameroun, on pense que la jeunesse, c'est de 15 ans à 77 ans. De 7 à 77 ans? Oui. Pas au Cameroun seulement, le monde entier l'a toujours dit. Oui. Quand absolument. on parle d'amour, on se dit quand même qu'on est jeune là, jusqu'à 77 ans. Oui, on peut être jeune parce que de par ses habitudes, vous savez que aussi que quand on est grand, parfois c'est à travers l'esprit qu'on peut reconnaître que celui-ci, il est déjà mature, celui-ci. C'est pas toujours l'âge qui fait, c'est l'addition des années. Finalement, c'est quoi la maturité? La maturité, c'est autre chose. Oh, si vous êtes pas Je pense que l'âge, c'est justement l'addition des années. Ça n'a rien à voir avec la maturité. Mark Evernassus, good morning, welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers this morning. How is it? Steve, I'm fine. I was just listening to what Jackson You are was a telling youth? me. No, Steve, I'm no longer a youth. Why? If I have to take from Jackson's definition of youth, I'm more than 40 years old. I'm no longer a youth, I'm already an adult. And Steve, I think that... So you are old man? Of course, Steve, I am an old man now. I think, Steve, they say, age comes with the mind. In ethics, we talk of old heads on young shoulders, as well as young shoulders carrying old heads. So I think it has to do with the mentality that you adopt, when you face realities in life. Merci beaucoup en tout cas Alain Diop qui trouve que bon, moi je suis déjà vieux. Moi j'ai les cheveux blancs depuis l'âge de 12 ans. Alors allez savoir ce qui se passe en tout cas. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous entrons dans le vif du sujet. C'est la revue de presse, la première partie en langue anglaise avec Mark Evernassus. It is Wednesday and it is the midweek edition of a press review, this 27th day of the month of May 2020. And we begin with the government-owned Cameroon Tribune. Talking of Monseigneur Kleda's cure for COVID-19, the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute, on instructions from the Head of State, received in audience yesterday the Metropolitan Archbishop of the Douala Archdiocese to discuss modalities to accompany him on his laudable task of curing the virus. On page 2, the paper talks of government's support. In economy, messages and communiques are being sent to all businessmen and civil servants with bank accounts to register either online or meet their account managers to obtain their unique taxpayers code from the Directorate of Taxation. This will henceforth serve as an unavoidable number for most of their financial transactions. Read the complete story on page 13 of Cameroon Tribune. The Guardian Post newspaper opens this Wednesday's edition with an obituary announcing the passing on of the frontline Southern Cameroon's activist Njo Litombe, who died at the age of 101 yesterday, Tuesday, in Douala. Family sources confirm he has been battling with an unknown illness. Then, after recovering from COVID-19, lawyers say inmate stigmatizing Mbengo's wife. And in societal news, priest rubbishes allocation of 4 billion francs CFA car loan to MPs, but lawmakers fire back, saying amount is insignificant compared to benefits of other state functionaries. We have all these stories in the Guardian Post newspaper. After its address to the nation last May 19th, L'Action newspaper says the CPDM party reiterates her support to Paul Biya. The publisher of L'Action newspaper, Jean Nkwete, saluted the
effectiveness of sacred union observed by a majority of different actors in the national plan to curb the spread of coronavirus being driven with mastery and dexterity by the President of the Republic, head of state. On school resumption, the paper says COVID-19 pandemic era warrant school resumption to be different, obliging parents, teachers, and learners alike to adopt and adapt to new hygiene rules set by government and school authorities. We take Daipason newspaper talking on geopolitics presents Paul Biya as seen by Jean de Dieu Momo. The paper on page 3 says Cameroon is a neo-colonial state with its president being a hostage or slave of multinationals and international establishment. He is obliged to do what Western powers and multinationals recommend him to do. Otherwise, he would be driven from power or assassinated like other heads of state of the African continent. Read the entire write-up on page 3 of Daipason newspaper. L'Economie newspaper with focus in the National Assembly talks of billions that are a source of anger for Cameroonians. As Cameroon is facing the COVID-19 with difficulties, the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, has authorized the disbursement of more than 4 billion francs CFA for bonuses, service vehicles, and diverse equipment for the newly elected MPs. The paper on page 2 says the decision has provoked a wave of indignation within public opinion. It is in this line of thought, with regards to high spending at this crisis moment, that Mutation newspaper on state expenditure thinks that the effect of the pandemic on economic activity in the country calls for a reduction of public spending. Read their write-up on page 9. L'Economie du Cameroun newspaper talking about embezzling state funds says Cameroon is asking for over 80.84 billion francs CFA from Société Générale. And Le Messager newspaper on their fight for an alternation of power in Cameroon ask an unanswered question if that has been a plan to kill the SDF party. Going from strategic errors to suspicion of conniving with the regime, the party that is celebrating its 30th anniversary is faced with new political parties that are harvesting from their backyard. We have details on page 3 of Le Messager newspaper. Out of Cameroon, we go over to Nigeria with the Guardian newspaper that says the World Health Organization, research institutes, medical doctors and pharmacists are divided over safety concerns emanating from the use of malaria drugs, hydroxychloroquine, that are undergoing clinical trials for COVID-19 patients. Over in South Africa, the Sowetan Live newspaper talks of the rural community around Nkobo in the Eastern Cape that came together to ensure that their best performing school, Nyaga Senior Secondary, is ready for reopening of schools next week. A group of residents took upon themselves to clean classrooms and hostels of the schools. Still in South Africa, the Star newspaper says President Cyril Ramaphosa has announced that places of worship will be allowed to open under Lockdown Rule 3. We go over to East of Africa with the Daily Monitor newspaper in Uganda that says the Director of Public Prosecutions, Jean-Francis Abodo, has said her office was reluctant to sanction charges of being a nuisance against former Makerere University Research Fellow, Dr. Stella Nyanze. Dr. Nyanze and several others were arrested in the city center on May 18th while marching to the office of the Prime Minister over what they called slow distribution of government relief food to vulnerable people mostly affected by COVID-19 induced lockdown. In Kenya, the Daily Nation newspaper says senators have criticized the move by the government to stop buying maize from local farmers, saying the decision is aimed at punishing farmers from political expediency. In Zimbabwe, the Herald newspaper tells us that the High Court has ruled to suspend EcoCash mobile money agents from conducting financial transactions to curb abuse, and the paper says the court acted within its mandate. We end in Britain with the Times newspaper that says Prime Minister Johnson suffers pool slump as
Dominic Cummings' revolt grows with over 39 Tories call for chief advisor to go, while Jeremy Hunt says it was clear breach of rules. Steve, these are some of the information we have from newspapers in Cameroon, in Africa and in the world. Merci en tout cas pour ce tour d'horizon de l'information traité par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et surtout internationale. On va également retenir que nous sommes le 26 mai de l'an de grâce 2020. Il y a 30 ans, jour pour jour, que le SDF a été justement créé. C'était le 26 mai 1990. Cela fait 30 ans aujourd'hui que ce parti politique a vu le jour. Au départ, on l'appelait justement, eh bien, sauf Adam fini. Je me rappelle d'ailleurs que ma grand-mère le disait. Et justement, le quotidien Le Messager s'interroge ce matin. Eh bien, la mort programmée du SDF, en tout cas, c'est la grande interrogation de ce journal. En tout cas, l'élément de réponse se trouve dans les colonnes du quotidien de Pius Ndiaoui. Allons-y en langue française cette fois-ci avec Alain Diok. Commençons par Cameroun Tribune qui barre à son pied de une. Traitement de Monseigneur Cléda contre le Covid-19, le soutien du gouvernement. En effet, sur instruction du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, s'est entretenu hier avec l'archevêque de Douala sur les modalités de l'accompagnement de son action. À lire dans les colonnes du même journal, procréation médicalement assistée, encore des naissances au cracère. Après un premier accouchement par fécondation in vitro, une dame de nationalité belge a accueilli son second enfant hier par voie naturelle, nous renseigne donc le quotidien à Capitaux Public de ce matin. En page 30 du même journal, on parle de reconversion des anciens lions indomptables dans l'entraînement. Il s'agit justement d'Achille Webo, Landry Nguemo ou encore Alain Allo et Foulou. On rejoint le cercle des jeunes entraîneurs. Le quotidien de l'économie s'intéresse à l'Assemblée nationale avec les milliards qui fâchent. Alors que le Cameroun fait face à la pandémie du Covid-19, le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, vient d'autoriser le déblocage de plus de 4 milliards de francs CFA pour les primes, l'achat des véhicules de fonction et d'équipements divers aux députés nouvellement élus. Une décision qui a provoqué une vague d'indignation dans l'opinion, nous renseigne donc le quotidien de l'économie de ce matin. Le journal Diapason évoque la géopolitique Paul Biya vue par Jean de Dieu Momo. Selon l'homme politique, le Cameroun est un État néocolonial. Son président est un otage, voire un esclave des multinationales et l'établissement international. Il est obligé de faire ce que les puissances occidentales et les multinationales lui recommandent de faire. À défaut, il serait chassé du pouvoir ou alors assassiné, comme l'ont fait les autres chefs d'État du continent africain. Le journal Le Monde Professionnel reste dans un questionnement à ce jour. Quel dialogue bipartite entre le JICAM et les confédérations syndicales? Selon le journal, pour la énième fois et à la faveur de la crise du Covid-19, le patronat et les confédérations syndicales affichent leur intention de travailler main dans la main pour protéger l'emploi et l'entreprise. Ensemble, ils viennent donc de signer une déclaration portant création d'une coalition pour l'emploi avec l'implication personnelle de Célestin Tawamba, le président du JICAM, qui fait dire aux observateurs que cette fois pourrait être la bonne. Après son discours du 19 mai 2020, le RDPC réitère son soutien à Paul Biya, titre le journal L'Action de Jean Kouété, qui salue l'effectivité de l'union sacrée observée par la très large majorité des divers acteurs autour du plan national de lutte contre le coronavirus conduit avec maîtrise et dextérité par le président de la République, Paul Biya. Le quotidien Mutation s'intéresse au train de vie de l'État. Dans son jeu de mots habituel, parle de l'arrêt Covid-19, les effets de la pandémie sur l'activité économique, commande un resserrement de la dépense publique. Empruntons le chemin, s'interroge le journal. Le quotidien Le Jour parle de Boubacar et Lumumbashi à Yaoundé, chronique d'un confiné bloqué pendant 60 jours en République démocratique du Congo, vient de rejoindre le Cameroun et les siens par le bénéfice d'un vol charter affrété par le gouvernement camerounais. Le récit, c'est à lire en page 8-9 du quotidien Le Jour de ce jour.
Le journal Économie du Cameroun d'Aloïse Onana nous renseigne sur le détournement des fonds publics. Le Cameroun qui réclame 80,84 milliards de francs CFA à la Société Générale. Tout cela est à lire dans le journal Économie du Cameroun de ce matin. Au Gabon, le journal L'Union titre Covid-19, un nouveau cap. Le Gabon a franchi la barre symbolique de 2000 cas testés positifs au Covid-19. C'est certes le résultat des tests que le pays a choisi de mener à grande échelle, mais aussi malgré la batterie des mesures adoptées, le signe d'une progression aussi rapide qu'inquiétante. 500 cas chaque semaine depuis le 7 mai de la pandémie, avec désormais une 7e province touchée, la Gounié. Au Congo, les dépêches de Brazzaville nous indiquent que le pays va vers la réhabilitation des infrastructures d'assainissement du CHUB. Devenu vétuste, le système d'adduction d'eau potable et d'assainissement du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville va être donc rénové. À Aide Congo, le courrier de Kinshasa nous rapporte qu'à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboud accepte sa déchéance. Selon le journal, le président par intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, prévient donc sur le complot ourdi qu'il pense aller au-delà. Dès sa destitution, il a été destitué de ses fonctions dans la soirée du 25 mai dernier. En France, le journal Le Monde parle du chômage partiel et l'État qui amorce la décrue. Selon le journal, le gouvernement commence donc à réduire progressivement la voilure sur le chômage partiel massivement déployé à partir de la mi-mars. Dès juin, donc les entreprises qui y vont recours ne seront pas remboursées à 100%. Elles devront prendre en charge 15% de la facture. Terminons par le quotidien sportif L'équipe qui parle de Bayern unique et le football allemand. Borussia Dortmund 0 et Bayern qui a 1. Le choc des géants de la Bundesliga a donc tenu ses promesses. Un superbe but de Kimmich rapproche grandement le Bayern de Munich, huitième titre donc de champion d'affilée. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Il faut d'abord dire que c'est un match qui s'est déroulé, il faut le dire comme ça, sans pourtant avoir de spectateurs sur le terrain. Mais bon, on peut quand même dire que ce fut un très bon match entre le Bayern de Munich et bien sûr le Borussia Dortmund, qui s'est soldé par un score de parité. Allez savoir justement, en tout cas comme vous le disiez il y a encore quelques instants, le Bayern de Munich se dirige justement vers un 8e titre de Bundesliga d'affilée justement. Allez savoir. Ce qui est étonnant, Steve, c'est que justement dans ce football qui se déroule là-bas, c'est que lorsqu'on marque un but, on ne doit pas le célébrer. C'est-à-dire que comme avant on jubilait, on était content d'avoir marqué un but. Mais par contre, on fait des barrières. C'est-à-dire qu'on se touche quand on fait des barrières. Et pourquoi alors ne pas célébrer, empêcher les gens de célébrer le but, dans la mesure où, d'abord, le football, c'est un sport où c'est un hommage en tout cas à toutes les victimes du Covid-19, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est prévu justement peut-être pour ça. Non, pas peut-être. C'est justement ce qui se passe, messieurs. Eh bien, messieurs, on va prendre d'abord l'économie du Cameroun. L'économie quotidienne. Les 4 milliards, les milliards qui fâchent. Vous en avez parlé, lui également. Et justement, lui, Paul Motazé, d'après le journal, a demandé le déblocage de 4 milliards de francs CFA pour l'achat de nouveaux véhicules aux députés de l'Assemblée nationale. Actually, Steve, besides what we have in l'Economie newspaper, it has been an general indignation from the public, like the paper says, when Cameroonians were surprised that they are calling for Cameroonians to assist the government fight the pandemic. They are calling for Cameroonians to contribute, Cameroonians that are doing nothing, and then the government has the guts to disburse. Dans un fonds de solidarité, on nous demande de contribuer, mais pendant ce temps, l'État donne dépenser pour 4 money milliards. Close to 4 billion to buy Rien new que pour les cars. voitures. Yes, buy new cars for MPs. Bon, si on calculait Alain Diok, justement, 4 milliards, ils sont combien de députés déjà? 180? 180. Bon, s'ils sont 180 députés, c'est des voitures de combien de francs CFA? Oui, de plus de 20 millions quand même. Plus de 20 millions de francs CFA. So if one MP should back 20 million francs to buy a car, Steve, what is the car saving actually at this time? If the government is asking, Cameroonians to reduce their their living standards in order to meet up with the challenges which we have, the health challenge, the health crisis that we have, and then go about spending close to 4 billion, when the head of state gave 2 billion francs here, we were clapping. It means the head of state had the duty to give more than that, because government has money.
The government of Cameroon is not in need of money. I don't see why we should go borrowing money from the IMF, borrowing 135 billion, when we have money. So it doesn't serve any purpose. I would think that if Cameroon government wants to be serious in this fight, then let us be serious in the way we manage the affairs of the nation, because Cameroonians are actually, we feel that there are some people who do not feel the consequences of this crisis, because if MPs should be allocated 20 million francs at this moment, then what do we complain? Then what about the simple me and you that are dying of simple buying food, whereas rice in the market is increasing on a daily basis, food of basic necessity, Cameroonians are unable to eat, and then we go about spending 4 billion francs, more than 4 billion. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ils sont très nombreux comme vous, les Camerounais, qui sont très en colère justement après cette sortie de lui, Paul Motazier, qui demande en tout cas le déblocage des 4 milliards. Vous non plus, vous n'êtes pas content? Non, je ne m'inscris pas dans cette analyse. Parce que je me dis que il faut faire confiance à nos dirigeants. Oui. Moi, je pense qu'il faut de plus en plus faire confiance à nos dirigeants. Personne n'a dit à personne que comme on va débloquer 4 milliards de francs CFA, il n'y aura pas l'argent pour les malades du Covid-19. Je pense que... Pourtant, il y a certains malades du Covid-19 à qui on ne prend pas réellement en compte. Je pense que quoi qu'on peut dire, quoi qu'on peut parler du Covid-19, mais la vie normale doit continuer. C'est ce que les gens doivent comprendre. La vie normale doit continuer. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi on doit... parce que cette affaire, ça s'enflamme au niveau des réseaux sociaux. Il y a une certaine opinion, parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas présentés aux élections législatives. Et pour eux, ils ne voient pas comment on peut débloquer cet argent pour les députés qui n'ont pas voté. Ça aussi, donc il faut pas qu'on s'emballe sur des choses comme cela. Je pense que il est normal, même si on peut penser que ce sont des dépenses somptuaires, mais il est normal qu'on rétrocède quand même des véhicules aux députés. Maintenant, l'État ne vous a jamais dit que il est pauvre. L'État ne vous a jamais dit qu'il est pauvre. Ce n'est pas le débat. Vous laissez prendre votre sentiment. Le reste n'est pas réellement important pour l'instant. Mais si on vous a compris, on sait que vous n'êtes pas d'accord tous les deux. C'est souvent le cas. On va vous comprendre. Et il faut également dire que l'économie du Cameroun de notre ami Aloïse Onana parle également d'aider tout le monde de fonds publics. 80,84 milliards de francs CFA à la Société Générale. En tout cas, l'information est à lire dans les colonnes de ce journal de notre ami Aloïse Onana. L'économie du Cameroun. Messieurs, nous sommes le 26 mai de l'an de grâce 2020. Le 26 mai 1940. I think that was yesterday. Non, c'était hier. Mais bon, il faut quand même que jour pour jour, le SDF a été créé. Nous sommes le 27. Yes, actually, and you know what the paper is indicating is that that is Le Messager. He's asking whether that was, you know, the question of talking about an alternation in power in Cameroon, whether that has been a strategy to kill the SDF party, because Le Messager newspaper thinks that with errors, which the paper calls it as strategic errors, with suspicion that SDF would have been conniving with the regime in place, the general public has the impression that SDF party is not living to the program, to the standard, what they proposed at the beginning in 1990. That was actually on the 26th of May. And that is why the paper thinks that with the new political parties that are being formed in Cameroon, these parties are meant to sap the militants from the SDF party. And that's why the paper says it was a program to kill the SDF party. That is why these political parties are... En tout cas, c'est une belle interrogation. La question, c'est de savoir, est-ce que le SDF existe encore? Oui, je peux le dire sans embâche, puisque le SDF, je crois que j'étais 4e à l'élection présidentielle. Et maintenant, ceux qui pensent que le SDF n'existait plus, c'est vrai que depuis... La majeure partie des cadres du SDF ont quand même quitté le parti. Ils sont allés justement dans un autre parti politique. Oui, mais ou bien dans d'autres partis politiques. Moi, j'appelle souvent ça la transhumance politique. C'est normal, parce que lorsqu'on voit que de son côté où on est, par exemple, les intérêts ne sont pas... vous n'avez pas d'intérêt de ce côté, je crois que vous pouvez balancer de l'autre côté. C'est aussi ça la politique. Maintenant, je pense que le SDF quand même, ou alors ni John Fundi, parce que quand moi je parle du SDF, je vois rapidement le chairman. Je crois que on peut dire aujourd'hui que le SDF est entré dans l'histoire. Pour moi, le SDF est entré dans l'histoire. Et aussi, on peut aussi dire que le SDF on peut retenir que c'est le parti des tergiversations, j'y arrive. Un coup, il ne veut pas aller calme. Un coup, il propose les membres là-bas. Un coup, il ne va pas à l'élection. Un coup, il y va. Un coup, il va à la coalition. Un coup, il fait cavalier seul.
Je crois qu'on dit souvent que c'est souvent commandé par les billets de banque. En tout cas, c'est vous face. qui, jusqu'à preuve de contraire, faites confiance aux politiques. Que c'est commandé par les billets de banque venus d'en face. Non, faut arrêter ça. Il y a 30 ans aujourd'hui, le SDF était quand même un parti extraordinaire, faut pas l'oublier. Moi, je me rappelle de ce que, lorsque John Fundi arrivait quelque part, c'était une foule immense. Absolument. Extraordinaire d'ailleurs. Je me rappelle que ma grand-mère appelait d'ailleurs le parti Sauf à Don't Finish. Donc, si un temps soit peu beaucoup de personnes ne se rappellent pas de ce bon vieux temps, il faut pas l'oublier, le SDF a eu en tout cas du bon temps. En tout cas, dans ce pays, on espère en tout cas que ce parti pourra également se relever. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour votre revue de presse. Je vous en prie. Passez une bonne journée et surtout, on se revoit dans un instant à la rédaction. Mais tout de suite et maintenant, nous accueillons la chronique avec Hervé Moukouri. Hervé Moukouri, bonjour. Comment allez-vous? Assez bien, merci. C'est gentil. C'est la grande forme déjà? Ah, c'est la grande forme là. C'est dit alors. Aller sur les terrains de football, gambarder. J'ai besoin de vous voir justement sur ce terrain-là. Hein. Je vais organiser un match samedi prochain. J'espère que vous serez en forme. Rassurez-vous. Vous serez là. Les godasses sont au frais. Je dis bien au frais. Ok, il n'y a pas de souci. Et vous êtes là pour la chronique et vous me dites ce matin que la libre expression est prise en otage, en tout cas par les pseudo-politiques. Il faut dire que la situation devient de plus en plus préoccupante au Cameroun. L'heure est grave. Nous sommes dans un pays démocratique pris en otage par deux dictatures imposées par une classe de partisans omnubilés par des intérêts politiques. Soit vous pensez comme eux, soit vous pensez comme eux. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de penser. Ces deux camps veulent, ou plutôt sclérosent, la pensée des libres penseurs. Après avoir imposé aux Camerounais l'ignominieux concept sardinard et tontinard, ces huluberlus devenus par la force des choses et grâce aux réseaux sociaux des pseudo-influenceurs ou éclaireurs d'opinion polluent au quotidien les esprits des Camerounais qui pourtant eux aussi ont une idée ou alors une opinion à émettre sur la marche de leur pays. Pourquoi s'en offusquer alors que l'opinion de X est contraire à celle de Y? La démocratie à laquelle aspirent pourtant ces deux camps se veut claire et simple: l'acceptation de la vie de l'autre, du choix de l'autre, de l'opinion de l'autre. Il y a quelque temps encore, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun étaient considérés, bien qu'ils n'aient vraiment pas changé, il faut le dire comme ça, comme des militants agressifs, discourtois, sans culture politique, des véritables chiens enragés qui ne supportent pas la moindre contradiction. Sur les réseaux sociaux, leur acérité, antagonisme et même combativité verbale dépassait largement le seuil de la tolérance. Ce n'était plus de la politique, ce n'est plus de la politique, mais tout simplement de l'agression. Dommage, mille fois dommage, parce que cette attitude est devenue reprochable et même condamnable, soit aujourd'hui copiée par, il faut le dire de manière assez claire et simple, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Eux qui hier encore jugeaient l'attitude des militants du MRC d'intolérable, l'attitude des éléments de la brigade anti-Sardina de comportement inadmissible à l'égard des musiciens et artistes camerounais qui voulaient prester en Europe. Souvenez-vous, mesdames, messieurs, partisans du MRC d'un côté, du RDPC de l'autre côté, sous l'étiquette de Sardinard et Tontinard, ont pris, il faut le dire comme ça, le pays en otage. Seuls eux ont droit à la parole, à avoir une opinion, une sorte de dictature, je l'ai dit tout à l'heure, démocratique, auquel est désormais soumis le peuple camerounais. Parfaite démonstration avec la récente sortie, vous vous souvenez bien, de Charlot Dipanda, comme si on lui avait dit: Madame, chantez et taisez-vous. Non, 3 fois non. Cet artiste a aussi le droit de dire ce qu'elle pense. Dit qu'il est temps que les choses changent après 38 ans. Quoi de plus normal, surtout qu'elle n'a connu qu'un seul président, Paul Biya. L'alternance, ou plutôt parler d'alternance,
n'a rien de tabou dans ce pays, enfin, à mon avis. Ah, pardon pour certains, c'est le cas, ces dictateurs et adeptes de la pensée unique qui, depuis la sortie de l'artiste musicien, tire à boulet rouge. Et depuis lundi, Charles Dipanda est voué aux gémonies. Il y en a qui vont jusqu'à remettre en question tout le talent qu'on lui connaît. Blessé par ses dires, par ses partisans, dictateurs de la pensée unique, il faut le dire comme ça, sous la coupole d'une tribu alors d'un parti politique, vont même jusqu'à proférer des menaces, la traitant de tous les noms d'oiseaux. En contrario, l'autre camp de dictateurs loue les propos, encense l'artiste, reconnaît sa valeur, sa notoriété et même sa beauté. Bref, Charlotte est déifiée. Ce que nous devons tous comprendre, c'est que c'est en toute innocence, je vais le dire comme ça, que Charlotte Dipanda a tenu ses propos comme toute jeune. Elle aspire, elle aussi, au changement, comme la plupart des Camerounais, il faut le dire d'ailleurs, à la tête de ce pays. Ce qui est tout à fait normal. Mais la tenance tant voulue n'est pas forcément au profit de ceux-là qui aspirent coûte que coûte occuper le fauteuil. Il faut le dire simplement comme ça. Charlotte ne dit pas que Paul Biya dégage pour que Kamto vienne s'installer, mais Paul Biya va te reposer afin qu'un souffle nouveau, n'est-ce pas, ou alors un vent nouveau souffle sur le Cameroun, un vent qui sera moins pollué ou alors moins, n'est-ce pas, épicé, afin que nous tous Camerounais nous éteignions, ou alors et où la libre expression ne sera plus prise en otage par deux camps. Nous sommes aussi libres, nous autres qui avons, n'est-ce pas, une autre façon de penser que les tontinards et les sardinards. Nous aussi, nous avons droit à la parole. Nous aussi, nous avons droit à la libre expression. Nous aussi, nous avons droit à la libre pensée. Ah, c'est vrai que ce que vous dites, hein, sur les réseaux sociaux, dès que vous êtes contre... que vous mettez un vêtement noir, on dit vous êtes tout de suite noir complètement. C'est-à-dire, vous avez un teint clair, mais dès que vous mettez un vêtement noir, ça veut dire que vous êtes complètement noir. Et nous autres qui sommes noirs, pour peu qu'on mette du blanc, on dit que non, vous êtes complètement blanc. Alors non, chaque Camerounais a une opinion, il faut la respecter tout au moins. Et ça ne veut pas forcément dire que si je parle de Kamto Ambion aujourd'hui, je suis forcément pour Kamto. Ou alors si je parle mal de Paul Biya demain, c'est que je suis libre de dire ce que je pense. En pour tout la cas, bonne marche de mon pays. Là, et on vous comprend parfaitement. On a cette impression depuis quelque temps. Et ça fait déjà des mois que ça dure sur les réseaux sociaux. Lorsque vous parlez mal de Kamto, tout de suite, ils sont plusieurs qui vont vous tomber dessus comme si vous étiez, enfin, comme des mouches ou encore comme des fourmis pour vous abattre immédiatement. Et même lorsque vous parlez aussi mal de Paul Biya. Quand vous parlez également mal de Paul Biya, il y a d'autres personnes également qui se lèvent. Il y a une horde de personnes qui sont toujours à l'affût là pour dire attention, non, c'est pas possible, c'est pas... Non. Il faut qu'on accepte, n'est-ce pas, les avis des uns et des autres. Merci beaucoup. C'est même ça la démocratie d'ailleurs. C'est même ça la démocratie. Le problème, c'est qu'il y a certains qui n'ont pas un bon argumentaire, qui ne savent pas disserter et qui ne savent pas discuter. Donc, la seule condition qu'ils peuvent utiliser, enfin, la seule chose qu'ils savent utiliser, eh bien, ce sont les insultes. D'accord. Et là, en politique, c'est bien dommage. Et dommage, vraiment dommage. Merci beaucoup, Hervé Moukouri, d'avoir été là ce matin pour cette belle chronique qui nous dit simplement qu'il faut laisser les Camerounais respirer, il faut les laisser s'exprimer, il faut leur dire ce qu'ils veulent justement dire. C'est le débat ce matin après la revue de presse, après la chronique, direction justement le débat ce matin avec mes amis et sans oublier mes confrères qui sont là également ce matin. Eric Pépin-Vikaï, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'ensemble de vos invités, bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Vous êtes africain aujourd'hui? Vous n'êtes pas un assimilé? Je ne suis pas assimilé, je fais un clin d'œil à Albert Anatole. Bah, l'Atola ici, lui, il n'est pas assimilé ce matin. En tout cas, André Kisselfanga, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, je suis Langos, merci de m'avoir invité. Je dis dire bonjour à mon copanéliste Mikaï et
L'autre que vous allez présenter tout à l'heure. Ben là, il a dit que vous êtes en assimilé ce matin. Non, il a parlé d'Haïti. Il a parlé d'Haïti. Mais je crois que on s'est réveillé de bon pied. Donc nous croyons faire ce qui est de mieux et surtout que le week-end s'approche déjà. Donc nous pensons apporter notre contribution encore ce matin à tous les téléspectateurs de DBS par rapport à l'actualité et par rapport au sujet que vous allez mettre en débat ce matin. Donc, merci de m'avoir invité. Félicitations aux techniciens qui font un travail formidable pour que nous puissions être vus dans le monde entier. Je rappelle également que vous êtes directeur de publication de la Dépêche du Midi, un magazine qui paraît... De midi. De midi, justement. De midi, c'est en France. En France, justement. La Dépêche de Midi qui paraît en tout cas sur le terrain national camerounais et partout en Afrique. Grand magazine d'ailleurs qui prend de l'ampleur. Oui, bien sûr. Nous, on essaye de travailler pour que nous puissions atteindre les objectifs fixés, mais nous avons aussi besoin des partenaires. En tout cas, les journalistes ont toujours besoin de partenaires. La presse en a besoin tous les jours. Albert Anatola ici, bonjour. Bienvenue à vous également. Bonjour Steve, salut mes co-panélistes que vous avez à présenter. C'est un plaisir d'être là ce matin. Comme chaque fois que je reçois votre invitation, je salue particulièrement les téléspectateurs de DBS et plus principalement ceux qui nous regardent dans le cadre de cette tribune. DBS Matin, eh bien, mon coup de gueule de ce matin, c'est un constat. C'est un constat, eh bien, qui vandalise, n'est-ce pas, le mobilier urbain. J'ai fait allusion aux lampadaires, aux câbles électriques, et surtout aux glissiers de sécurité qui se retrouvent sur le marché noir ou alors chez les trafiquants de cuivre. Dans une ville comme Douala, où rien ne se cache, pour reprendre les propos du gouverneur, comment font-ils pour enlever les câbles électriques? Est-ce que personne ne les voit? Et puis quand ça se retrouve, n'est-ce pas, dans les lieux de commerce, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai constaté avec beaucoup de désarroi, de déception, que la plupart des infrastructures nouvellement construites, je parle des infrastructures routières nouvellement construites, avec des équipements appropriés, sont vandalisées avant même d'être réceptionnées. Dans une ville où rien ne se cache, pourquoi personne ne voit jamais personne perpétrer ce genre d'actes? Donc je pense qu'il faut que les autorités de la ville de Douala fassent le job. Et surtout qu'ils prennent leurs responsabilités justement pour tout ce matériel qui se retrouve dans le marché noir. Messieurs, vous avez entendu parler de Clédacure, cette cure en tout cas qui soigne le Covid-19, traitement de Monseigneur Cléda contre le Covid-19. Eh bien, il a également le soutien du gouvernement camerounais. Et hier d'ailleurs, il faut préciser que le Premier ministre camerounais, Joseph Dion-Gouté, l'a reçu justement à l'immeuble Étoile et nous allons justement le voir ce matin. Nous allons suivre d'ailleurs cet élément. Le Premier ministre m'a invité à venir le rencontrer pour lui présenter ce que je fais au niveau du traitement que j'ai mis sur pied contre le coronavirus. Et ce travail, c'est pour voir un peu comment je fais comment le travail se présente jusqu'à présent et comment on pourrait mieux organiser les choses pour que le produit, évidemment, soit au niveau de tout ça. C'est la demande que moi j'ai pu formuler. Et je salue, n'est-ce pas, cette attention, d'abord parce que c'est au nom du chef de l'État. Maintenant, ce que nous cherchons, c'est pouvoir aller plus loin dans ce travail, c'est-à-dire que le traitement, les produits soient étudiés et pour dire si les produits sont toxiques ou si les produits ne sont pas toxiques, et ainsi pouvoir, disons, le produit, le traitement pourrait être mis à la disposition de tout le monde. Et le Premier ministre, donc au nom du chef de l'État, dit qu'il est, n'est-ce pas, ils sont prêts à m'accompagner. Aujourd'hui, nous avons appliqué les produits à presque 1500 personnes. 1500 personnes. Des personnes qui présentaient des symptômes de coronavirus. Et après le traitement, les symptômes ont disparu. Donc je dirais qu'en médecine traditionnelle, les personnes sont guéries.
Mais depuis environ un mois et demi, les personnes, les patients font d'abord le test. Messieurs, vous avez suivi l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, bien sûr au micro de nos confrères de la télévision nationale, qui nous font savoir d'ailleurs, il faut le dire, que le Monseigneur Cléda nous fait savoir qu'il a été reçu justement par le chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté. C'était hier, avec qui il a eu justement un entretien pour parler de sa cure qui a soigné plus de 1500 personnes à Anatolaï. Oui, disons qu'il faudrait préciser que Monseigneur Cléda, c'était naturopathe. Bien qu'il porte la soutane, il a régulièrement travaillé dans ce domaine-là pour d'autres pathologies. Donc, je pense que c'est une très bonne réponse parce que dans son dernière adresse à la nation, je crois le 19 mai dernier, le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, a engagé, n'est-ce pas, les spécialistes camerounais pour une solution endogène dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Je pense qu'il s'agit là d'une alternative mais c'est important ici de préciser que Monseigneur Cléda n'est pas un spécialiste de santé conventionnel, c'est-à-dire un chercheur en tant que tel, dont sa panacée, si puis ici m'exprimer, doit faire l'objet de beaucoup d'essais scientifiques, cliniques, pour voir justement s'il n'y a pas de toxicité, puisque lui-même l'a relevé. Lui-même il a relevé justement dans ses propos. Donc on devrait justement, s'il y a une plante qu'il a pu trouver qui peut soulager la plupart de nos compatriotes qui sont touchés, n'est-ce pas, par le Covid-19, il est question maintenant que dans le cadre du comité scientifique que le ministre de la Santé publique a mis en place, qu'il y ait des recherches plus approfondies dans les laboratoires adéquats. Je pense qu'il s'agit quand même d'une actualité qui donne des foules, parce que si vous faites un tour après cette émission du côté du séminaire Saint-Paul de Nilon, notamment à Deo Gracias, vous allez trouver beaucoup de monde, beaucoup de foule. Mais il faut quand même préciser que pour arriver là-bas, la démarche consiste d'abord à aller dans un centre de santé hospitalier classique. Vous faites vos examens et lorsque vous êtes testé positif au Covid, vous êtes justement orienté là-bas. Mais apparemment, en l'état actuel, il s'agit d'un traitement qui est encore gratuit. Mais sauf qu'il y a des petits malins, il me semble, qui vont là-bas, justement, ils prennent possession de ce traitement et ils vont revendre ça dans le marché noir. Quoi qu'il en soit, il n'est pas le seul, Monseigneur Cléda, qui s'active dans ses recherches pour mettre en valeur, n'est-ce pas, la médecine africaine. Il y a d'autres chercheurs qui sont dans l'ombre, qui font également des recherches, mais qui ne sont pas très, très soutenus dans ce qu'ils font, parce qu'il vous souvient que le gouvernement a déjà eu à mobiliser une enveloppe pour justement l'encourager dans ses recherches. Il y a un promoteur des médias qui a également donné sa contribution. Cela suppose donc qu'il y a beaucoup d'argent, c'est un espoir que cela suscite. Mais je pense également qu'il faut éviter, à mon sens, une récupération politicienne. Parce que très souvent, lorsque les politiques justement commencent à trop se mêler des questions de santé, notamment pour ce qui concerne la médecine pointue, dans la recherche appliquée fondamentale, ça dissout un peu, n'est-ce pas, la portée sociale d'une telle initiative. Eric Pepin-Bika, jusqu'à preuve de contraire, on a toujours dit que depuis que cette crise a été découverte, pour ne pas dire, ce virus a été découvert en décembre dernier, ce virus est arrivé sur le continent africain, il y a pas mal d'Africains qui sont sortis pour commencer à faire des recherches pour lutter justement contre ce coronavirus. Oui, justement, c'est que la maladie a de la peine à être maîtrisée, même au niveau de la médecine conventionnelle. On a de la peine à se situer sur le protocole à appliquer aux malades. Il ne faut pas oublier la récente polémique qui a lieu du côté de l'Occident sur l'hydroxychloroquine, voilà, du docteur Raoul, où les laboratoires américains ont mis une contre-expertise pour montrer que l'application de l'hydroxychloroquine avait des effets secondaires sur la santé des patients. Donc nous ne sommes pas fixés. Et il faut dire également que la réception de l'archevêque métropolitain de Douala par le Premier ministre Dione Gouté entre en droite ligne de ce qui avait déjà été préalablement fait au lendemain de la mise sur pied des stratégies de repose contre le Covid-19. Il ne faut pas oublier que le ministre de la Santé avait convié
ensemble des chercheurs conventionnels et non conventionnels à Yaoundé dans une sorte de réflexion pour trouver les solutions palliatives à cette pandémie. Donc, maintenant, l'adresse du président de la République du 19 mai indiquait justement qu'il faudrait qu'on mette l'accent sur des stratégies, des solutions endogènes. Et Cléda semble être la personne la mieux outillée qui s'est démarquée sur l'espace public camerounais en apportant une potion traditionnelle de nature à être curatif ou préventif. Et lui-même, il a dit, les experts scientifiques vont essayer de s'établir dessus, de se prononcer si ce Clédacure, c'est ça, non? Oui. Est préventif ou curatif. Parce qu'il faut toujours qu'on ait une idée fixe sur le médicament qui est vendu. Parce qu'un médicament, pour moi, en fait, je ne suis pas médecin, ne peut pas être à la fois préventif et curatif. Parce que même le sérum et le vaccin, on nous appelle ça à l'école. Il y a l'un qui est préventif. Et il y a l'autre qui est également curatif. Donc, quand un médicament prend donc les deux formes, ça veut dire que c'est un super médicament. Et on espère vraiment que le médicament de M. Cléda ne sera pas un super médicament. Donc, pour revenir un peu à cette actualité, c'est également une main tendue. Il ne faut pas oublier que le rapport entre Monseigneur Cléda, notamment lors de son passage au niveau du conseil épiscopal du Cameroun, ont toujours été des rapports très, très houleux entre lui, personnellement, alors président du conseil épiscopal, et le gouvernement. Donc c'est une façon également de montrer qu'il faut sortir de cette petite guéguerre-là et puis tendre la main à ceux-là qui peuvent être capables d'apporter les solutions à des éventuels problèmes. Donc c'est également peut-être une main tendue qu'on forcément va faire aux militants du MRC qui n'hésitent pas à se pavaner, à se bagarrer à travers la République juste pour distribuer du gel hydroalcoolique et des masques qui ne sont pas des médicaments, qui sont juste des accessoires qui peuvent limiter la progression de la pandémie. Mais là, effectivement, le gouvernement montre son souci, son envie d'aller vers ceux-là qui peuvent apporter des solutions au-delà de ce qu'eux-mêmes ils proposent comme solution. Et je pense que cette réception de Monseigneur Cléda devrait forcément faire taire beaucoup de questionnements dans les chaumières et se dire pour une fois qu'on peut faire confiance à ceux-là qui ont en charge de pouvoir résoudre ces problèmes et notamment que le produit de M. Cléda fasse l'objet de toutes les expertises techniques afin qu'il soit mis à la disposition du grand public. Justement, André Kisef engage jusqu'à preuve le contraire. Eric Pepin-Bika a souligné d'ailleurs un détail tout à l'heure. Au départ, on nous a fait comprendre que la chloroquine soignait. Finalement, il y a encore quelques jours, on balaye cela d'un revers de la main. Ne va-t-on pas également balayer le Covid organique et sans oublier bien sûr le Clédacure dans les jours à venir en disant bon ok, ce ne sont pas de médicaments qui soignent. Ben, écoutez, quand on est dans une pandémie business, on va trouver tous les moyens nécessaires pour balayer tout ce qui est comme solution d'un revers de la main jusqu'à ce que la solution vienne de ceux qui ont intérêt, des big pharma, big pharma, de ceux qui doivent gagner de l'argent. Parce que le départ de cette maladie, c'est pour faire gagner de l'argent à des grosses industries, à des grosses firmes pharmaceutiques. Donc, ça, c'est l'objectif premier. Aujourd'hui, on se rend compte en réalité que ces big pharma n'arrivent pas à faire du bénéfice ou bien n'arrivent pas à trouver une solution adéquate. Ou bien, ils ont même déjà la solution, mais les solutions intermédiaires ont court-circuité le business qui devait se faire au travers de ce Covid-19. Donc, vous comprenez qu'en réalité, toute initiative qui sera prise dans ce sens, ne venant pas de ces big pharma, sera sabotée. Vous comprenez un peu. Donc, quand vous regardez que le docteur Raoul, le professeur Raoul a été saboté dès le départ et tout le reste. Pourtant, il y a pas mal de personnes qui avaient été soignées. Exactement. Avec la chloroquine. Avec la chloroquine. C'est la même chose aujourd'hui avec le Covid organique qui on commence à douter déjà alors que nous n'avons pas eu de cas, il n'y a pas de cas assez grave. Il n'y a pas de à Madagascar et tout. On a dit il y a eu 2 morts, 3 morts, mais on n'est pas sûr que réellement c'est des morts du Covid-19. Donc, vous comprenez qu'en réalité aujourd'hui, et quand vous suivez Monseigneur Cléda, il dit une chose claire. Il y a eu 1500 patients, 1500 personnes qui sont déjà venues chercher la solution Clédacure. Et ils ont eu des résultats probants. Et d'ailleurs, même quand si vous suivez très bien le témoignage du gouverneur de la région du littoral, il dit c'est à partir même de ce médicament, lui aussi, il a eu une partie de la solution par rapport, parce qu'il avait été atteint du Covid-19. Donc, vous comprenez que c'est quand même un médicament assez efficace qui porte ses fruits. Comme
je voudrais quand on dit la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle et tout le reste, mais moi je crois que l'objectif premier c'est de trouver des solutions dans les vies humaines pour que les vies humaines ne puissent pas se perdre. Mais quelle est cette médecine là aujourd'hui qui prend assez de temps pour trouver des médicaments ou bien trouver des solutions, alors qu'il y a des solutions qui sont là, palpables. Vous comprenez un peu, parce que quand vous regardez Cléda, Cure, c'est immédiat. Tous ceux qui y vont trouvent des solutions. Covid organique, tous ceux qui y vont trouver une solution. Oui. La vipirine de professeur Agon trouve une solution. Donc, tout ce qui est fait au niveau de l'Afrique trouve des solutions concrètes à cette grippe. Certains médecins qualifient cela de grippe saisonnière ou bien petite grippe qui va passer parce que quand même, comment vous pouvez fixer la fin d'une pandémie? Vous comprenez un peu, ils ont déjà calculé jusqu'à donner déjà la fin d'une pandémie que vous ne savez pas comment elle a commencé, où elle va s'achever. Oui. Mais vous avez déjà déterminé la date de clôture ou bien où on va oublier le Covid-19. Donc, vous comprenez que c'est une maladie business et aujourd'hui, parce que les Big Pharma ne profitent pas encore de cette pandémie, alors il faut saboter toute autre initiative qui vient de l'Afrique ou bien des Noirs. Donc, il faut empêcher ces Noirs-là de prouver à la face du monde que nous avons la capacité de prendre soin de nos populations. Parce que la vérité, c'est ça. Parce que derrière se cachent aussi des projets de vaccins, des projets de ceci, parce qu'il faut véritablement piller l'Afrique. La preuve en est, ils ont pris des statistiques en disant l'Afrique sera jonchée de morts. Dans toutes les rues, il y aura des morts. Jusqu'à présent, on ne voit pas encore cela. Donc, nous pensons que, oui, des solutions, c'est des solutions, mais on n'a pas besoin exactement, justement, d'aller dans des laboratoires, commencer à analyser les plantes. Mais depuis des années, depuis des millions d'années, les Africains se soignent comment? Vous comprenez un peu? C'est ça la question que nous devons nous poser. À chaque fois, nous nous sommes soignés. Nous sommes toujours soignés. Nous avons été guéris des maladies les plus virales que celle-ci aujourd'hui. Donc, nous comprenons aujourd'hui que derrière la maladie, cette maladie se trouve un gros business qui profite à certains, qui voudrait profiter à certains. Mais malheureusement, les Africains sont très intelligents. Ils trouvent des solutions et que la solution vienne non pas du circuit classique mais venant d'un archevêque qui est déjà quand même à 40 ans d'expérience, bien sûr, 40 ans d'expérience dans les plantes. Monsieur Cléda a 40 ans d'expérience dans les plantes. Ce n'est pas les seules maladies qu'il soigne. Vous comprenez un peu? Donc, il y en a plusieurs. Je connais des personnes qui ont été là-bas, qui ont été guéries de certaines pathologies, qui ont été guéries de certaines maladies qu'on disait, par exemple, incurables. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Mais comme il ne faisait pas beaucoup de publicité dans ce procédé-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'étonne. On est quand même dubitatif quand on entend que non, il a sorti un médicament. Et pour chuter dans mes propos, je pense aussi que cette réception aussi, c'est pour justement apaiser un peu le climat de tension qu'il y avait entre le gouvernement et l'archevêque, et qui l'épiscopat. L'épiscopat. Non, pas l'épiscopat. L'archevêque personnellement, qui était président de la commission épiscopale du Cameroun, la conférence épiscopale, et qui est un peu comme le fils spirituel de Monseigneur Toumi. Donc, vous comprenez un peu la tension politique qui existait, même si son remède est tellement efficace, mais à cause des positions politiques, vous comprenez un peu, ça peut avoir un incident sur la démarche et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a compris et surtout que le chef de l'État, parce qu'il a été reçu au nom du chef de l'État. Donc, le président de la République, je crois que c'est pour baisser un peu la tension, comme lui-même l'a dit dans son discours, il faut que tout le monde puisse apporter sa contribution pour trouver des solutions à cette maladie. Albert Anatola, ici, là, le Cameroun est-il en train de chercher justement des solutions contre le Covid-19? Parce que jusqu'à preuve de contraire, il y a encore quelques jours, on est monté à plus de 4400 cas de contaminés au Cameroun. Écoutez, lorsque vous êtes confronté à une situation de pandémie et que vous n'avez pas l'habitude de la proactivité, oui. Très souvent, ça pose un problème. Ça pose un problème, mais votre question m'amène à convoquer justement le rôle de ces instituts de recherche qui sont financés à des mains de francs CFA. Parce que lorsque le gouvernement se tourne vers la panacée d'un religieux,
moi, ça me laisse un peu quelque peu pantois, même si tout le monde doit pouvoir poser sa modeste contribution dans cette recherche pour sauver les vies humaines. Où sont nos chercheurs? Où en sont-ils avec les résultats de recherche? Où est le ministère de la Recherche? Ça, c'est important. Parce qu'il y a... Vous aussi, vous il y a posez la le question, ministère de la on va passer Recherche, le ministère de la et Recherche. il y a des études de recherche. On va revenir à M. Tesson, suité Albert Anatola ici, on va revenir avec vous. Ces structures Oui. prennent beaucoup d'argent chaque année. Où sont leurs résultats? C'est important. Deuxième chose, je n'ai pas voulu aborder l'aspect politique du positionnement de M. Cléda, de Monseigneur Cléda, parce que vous savez, un archevêque est avant tout un ministre du Vatican. Parce qu'il est le ministre de l'État du Vatican, si vous voulez. Et vous savez qu'entre Monseigneur Cléda et le cardinal Tumi, c'est des passes d'âme permanentes. Donc, je crois que là, il y a une sorte de récupération politique, parce que entre le régime et Monseigneur Tumi, le cardinal Tumi, ça ne passait pas très bien. C'est Monseigneur Cléda a pris le relais. Et puis, comme d'habitude, parce qu'il est incontournable, lui, il y a eu des passes d'âme entre lui et son père le cardinal Tumi. Donc moi, je pense que je voudrais beaucoup plus retenir l'essentiel. C'est-à-dire, pour une fois, un religieux, un soutanneux, pour nous apporter quelque chose de positif que de la politique. Il a quelque part abandonné les polémiques de la scène politique. Et j'ai eu très souvent l'occasion de lui rappeler que son rôle, c'est de prêcher la parole, la bonne parole. Et la bonne nouvelle, pour moi, ce n'est pas de semer des politiques, mais quand il porte la soutane, mais quand il enlève, en tant que citoyen, il doit s'exprimer en tant que tel. Donc maintenant, il s'exprime sur, je veux dire, sur une autre scène, c'est-à-dire, il fait des recherches, comme nous l'avons indiqué d'ailleurs dans le cas de cette tribune, à savoir, depuis des années, il est naturopathe. Donc je pense que le gouvernement doit véritablement se retourner là-bas, mais il faut que son initiative soit véritablement encadrée. Que ce soit encadré. Maintenant, le problème est jusqu'où? Parce que moi, j'ai reçu quelques coups de fil des personnes qui sont à la recherche de cette Cléda qui viennent de toutes les régions du Cameroun. Du pays, justement. Alors, est-ce que ces médicaments, ça traite véritablement, ou bien ça atténue les symptômes? Parce qu'il faut quand même qu'on se comprenne. Parce que guérir, parce que en Afrique, un médicament, ça ne soigne pas, ça guérit. Est-ce que ces médicaments, ces traitements guérit, ou bien ça atténue uniquement, essentiellement, n'est-ce pas, les effets symptomatiques? La question reste posée, parce que lui-même, il évoque les questions des symptômes. Est-ce que c'est parce que les symptômes sont partis, ils sont plus visibles, qu'on est pour autant guéri? Donc, c'est une question qui reste posée parce que vous avez, sur le temps que nous avons dans l'espace communautaire, oui, des cas asymptomatiques qui restent des porteurs sains, donc qui peuvent vous contaminer, bien qu'étant asymptomatiques. Deuxième chose, il est important et fondamental justement que cette recherche soit véritablement encadrée par les spécialistes. Ça, c'est très important que cela se passe ainsi. Parce que si on laisse les choses telles qu'elles sont d'être faites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agents qui partent sans que ce soit contrôlé, sans qu'il y ait une assistance technique, j'ai le sentiment que ça reste une simple tisane, une simple déconction. Il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire qu'il y ait une véritable molécule pour une solution endogène. Pour une solution endogène, en tout cas, je vais me tourner vers Eric Pépin-Bikaï, qui nous faisait savoir que où est passée justement la recherche scientifique du Cameroun. Oui, la recherche scientifique du Cameroun, vous savez que dans d'autres pays, c'est un département fondamental dans la recherche des solutions au niveau sociétal. Sûrement, ils sont en plein travail. Voilà, il ne faut pas oublier que le ministère de la Recherche scientifique du Cameroun loge à peu près plusieurs instituts, parmi lesquels l'Institut national de cartographie. On a également l'Institut de recherche géologique et minière. On a surtout l'Institut des plantes médicales du Cameroun. C'est-à-dire qu'une structure dont le rôle est de rechercher les solutions, les principes actifs dans l'ensemble de la biodiversité nationale. On ne sait pas à quel niveau, comment cet institut se déploie et quels sont ses résultats. Parce que si aujourd'hui on doit s'appuyer sur les résultats de Monseigneur Cléda, dont le rôle est de prêcher la parole, ça pose quand même un problème du fait que... lorsque la lève la soutane devient un citoyen, voilà. ça pose quand même un problème qu'on a des citoyens à qui on alloue
une indemnité à la fin du mois, dont le rôle est de présenter et de valoriser le fruit de leur recherche au sein de la population dans un premier temps, mais également, en fait, au sein du gouvernement, mais dans un premier temps, de valoriser ces recherches au sein de la population. Et là, on se retrouve dans cette situation où, quand Raoul dit que c'est chloroquine, tout le monde va à chloroquine. Quand les Américains disent que non, c'est pas chloroquine, que l'hydroxychloroquine a des effets secondaires. Quand Rajoelina a dit que non, c'est Covid-19 organique, tout le monde commence à voir comment on peut importer ça là-bas. Quand c'est aspifine du professeur, voilà, tout le monde commence à voir, non, il faut qu'on soit sérieux à un moment. Et pour revenir un peu sur la main tendue du gouvernement, il ne faut pas oublier que Monseigneur Cléda a fait à peu près 2 ou 3 mandats à la conférence épiscopale du Cameroun. Et ces 3 mandats, en fait, le dernier mandat a été ponctué de beaucoup de remous, notamment la disparition de Monseigneur Mbala, l'évêque de Bafia, en 2017, où il a pris la parole. Contre vent et marée, on a estimé que c'était une prise de parole assez politique orientée, mais il était dans son bon rôle de pouvoir donner son point de vue par rapport à la disparition de son compère. Mais il s'est également prononcé pendant les élections, à la fin des élections de 2018, notamment lorsqu'on a présenté les résultats de l'extrême nord, où il est originaire. Et là, maintenant, il parle en tant que citoyen de l'extrême nord et non en tant que peut-être homme de membre du clergé. Voilà. Et puis les gens n'ont pas compris ça parce qu'il a expliqué que, compte tenu de l'extrême pauvreté qui habite l'extrême nord, compte tenu du fait que la plupart de ces populations sont obligées d'émigrer vers les autres régions pour chercher fortune, les résultats qu'on présente sont en adéquation avec la réalité. Et lui, il parlait à cette époque-là en tant que fils de ce terroir-là. Bon, certains analystes et politiques ont estimé qu'il fallait qu'on doit lui dénuder même cette appartenance anthropologique. Donc, il ne devait pas faire des analyses sur cet angle-là. Bref, en fait, ils attendaient à ce qu'ils puissent tout simplement applaudir et faire table rase dessus. Ça reste de l'analyse. Si Cléda ne le fait pas maintenant, certainement quelqu'un d'autre le fera plus tard. Donc, pour revenir au ministère de la Recherche scientifique, au début, on a vu un peu la communication hasardeuse, à la limite, de Madeleine Tchente. Oui, hasardeuse, à la limite ridicule de Dr Madeleine Tchente, il faut le dire, avec son qualificatif. Elle revenait sur les résultats, les pseudo-résultats des chercheurs chinois qui colleraient l'origine du virus aux pangolins ou alors aux chauves-souris, et puis elle avait pris ça, tout ça. Non, c'est l'occasion de dire au docteur Madeleine Tchente que cette maladie est d'origine biologique. Ça a été modifié dans le laboratoire. Ça n'a rien à voir avec les animaux, les pangolins. D'ailleurs, si elle avait interdit... Vous mangez d'ailleurs les pangolins, ne vous inquiétez pas. Moi, je n'ai pas trouvé... Si j'en trouve, je peux me manger sur ce plateau. Ou alors les chauves-souris. Je ne sais pas quoi la chauve-souris va être un vecteur de Covid-19. Ce sont les Chinois qui ont modifié ce virus et qui l'ont répandu. Il fallait qu'elle ait le courage de lui dire que voilà une pandémie qui arrive, on ne peut pas être capable de pouvoir juguler. Certainement, en le modifiant, ils ont l'antidote. Et je suis d'accord avec ce que Fangantan dit. C'est-à-dire que dans tout cela, il y a des grosses sommes qui doivent circuler plus tard pour pouvoir sauver la vie. Il ne faut pas oublier que ceux qui créent la misère dans le sud sont les mêmes personnes qui créent la misère dans le nord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une technique de misère qui est spécifique aux noirs. La misère est spécifique aux hommes. Et les hommes sont répandus à travers le monde. Et n'oubliez pas également que les hommes, c'est un marché. Et le premier marché, le plus rentable dans le monde, c'est le marché, c'est l'industrie pharmaceutique. Donc une pandémie comme celle-ci doit rapporter beaucoup d'argent. Tout comme celle du VIH-Sida qui est née en 1983, qui serait également venue d'un laboratoire. Tout comme celle d'Ebola, dont le parrain est... On le sait, parce que le VIH est américain, certainement le coronavirus est asiatique, Ebola est européen. C'est connu pour ceux qui côtoient les couloirs de la recherche scientifique. Qu'ils arrêtent parfois de nous trouver une tournée embolique. Maintenant, c'est l'occasion également d'interpeller le ministère de la Recherche. Parce qu'au tout début, le ministre de la Santé avait fait une note de correspondant au ministre de la Recherche l'autorisant à pouvoir produire la chloroquine. Et il y avait un médecin qui était sur un plateau qui disait que la chloroquine est présente sur l'espace camerounais depuis 1949, qu'on produit la chloroquine au Cameroun. Donc en réalité, pour lui, il ne voyait pas la nécessité de pouvoir donner encore une autorisation. Il fallait tout simplement qu'on mette des moyens pour que la chloroquine soit encore fabriquée. Aujourd'hui, dans la chloroquine, ses effets secondaires sont remis en cause.
Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est la raison pour laquelle je salue un peu l'initiative de M. John Gouté. Est-ce qu'on peut vraiment interroger la position de l'archevêque métropolitain de Douala? Si oui, quels sont les éléments scientifiques qui nous permettent de produire cette potion à grande échelle pour mettre ça à la disposition du grand public? On peut arriver à un breuvage à la malgache, c'est pas exclu. C'est effectivement, c'est avéré que les 1500 personnes, parce qu'il dit bien qu'ils ont guéri, il parle français, que les 1500 personnes qui sont pointées, qui ont cogné à sa porte, ont trouvé la guérison. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Il les a demandé, la nuance. Je pose juste la question. Est-ce que ce n'est pas exagéré? C'est du français. Il les a demandé d'aller faire le texte, parce que lui, il n'en fait pas. Lui, tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il apporte des solutions à partir de nos plantes à des personnes qui présentent certains symptômes. Et lui, il estime qu'ils ont guéri, mais ce n'est pas suffisant. Donc maintenant, les 1500 pouvaient se retrouver en train de faire des tests et on trouve que sur les 1500, peut-être 400 ont encore le virus en eux. Mais si c'est vrai que les 900 autres ont guéri, ça veut dire que sa potion peut faire l'objet d'un intérêt particulier. Donc il faut tout simplement l'encourager, l'accompagner. Mais également, il faudrait que le ministère de la Recherche scientifique, notamment les départements qui s'occupent de la santé publique, essayent de sortir de leur sommeil. Malaouda, c'est un ministre de la Santé, oui, mais on a une recherche scientifique de pointe qu'il faut également mettre à contribution pour qu'on puisse arriver aux résultats que nous attendons par rapport à l'éradication de cette maladie. André Kisefanga, depuis un certain temps, on parle toujours de ce Covid-19, on parle du Covid organique, on parle de la clé d'Acure. Il y a même quelqu'un qui est venu sur ce plateau qui nous parlait également du Covid-Cure. Les cures viennent de partout et ils sont d'ailleurs très nombreuses, et ça, il faut le préciser. Le président américain Donald Trump nous faisait savoir il y a encore quelques mois qu'il y aura un vaccin avant la fin du mois de l'année 2021. Aujourd'hui, il a déjà, avec ses scientifiques, trouvé une solution et ils aspirent, déjà il faut le dire comme ça, à trouver un vaccin au trop tard avant la fin de cette année 2020. Mais je voudrais d'abord m'arrêter sur le ministère de la Recherche scientifique. Où sont passés nos 1 milliard qu'ils ont reçus pour fabriquer la chloroquine? On est en train de fabriquer la chloroquine. Mais c'est où? Jamais comment? Mais où sont les résultats? Le ministère de la Recherche scientifique a reçu 1 milliard. La fermentation de la chloroquine, c'est 7 mois. 1 milliard. Jusqu'à présent, il n'y a que réunions, colloques, séminaires, entretiens, entrevues, on ne sait pas... et tout ça, il y a petit déjeuner, il y a déjeuner, il y a... voyage et tout ce qu'il y a avec, donc, on vous accompagne. Vous comprenez un peu. Donc, soyons sérieux quand nous voulons organiser des choses. Je dis bien, soyons très sérieux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous nous posons la question, où est passé les 1 milliard qui ont été donnés à Madeleine Chuente et ses chercheurs pour nous fabriquer la chloroquine, parce qu'aujourd'hui, on commence à en manquer la chloroquine. Où sont les moyens qui ont été mis à la disposition de ces grandes écoles pour fabriquer les masques, certains instruments par rapport au Covid-19? Donc vous interrogez déjà à la CICAM. Donc nous commençons à déjà nous interroger alors que des fonds ont été débloqués. Vous comprenez un peu? SICAM a reçu quand même une subvention, mais ils viennent nous vendre le masque à 1300 francs. Vous comprenez un peu? Donc c'est déjà un problème. Est-ce que réellement on est à la recherche des solutions comme nous sommes en train de faire là maintenant? Parce que on ne peut pas, le président de la République, son excellence Paul Biya, ne peut pas prendre les dispositions nécessaires pour qu'il y ait des solutions concrètes et les gens nous emmènent en bateau. Parce que posons-nous la question que, mais comment se fait-il? 1 milliard a été donné au ministère de la Recherche scientifique, surtout au département de ceux qui font la recherche médicale, pour qu'ils fabriquent de la chloroquine locale, pour qu'on ait de la chloroquine. Et Madeleine Chuente et tous les autres experts nous ont dit non, la chloroquine elle se trouve au Cameroun depuis longtemps et elle peut se fabriquer rapidement. Jusqu'à présent, on n'a pas les mouvements on n'a pas de communication là-dessus. Nous avons eu des grandes annonces, des grandes écoles qui ont reçu des financements pour fabriquer telle chose en partenariat avec certains pays occidentaux, avec Israël et tout le reste. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de résultat. Le résultat le plus probant, c'est celui de SICAM qui a reçu un peu d'argent, mais qui est venu avec des masques à plus de 1000 francs. Donc, vous comprenez que parfois,
le chef peut avoir de bonnes initiatives, mais ceux qui l'accompagnent dans cette logique-là font tout pour saboter l'initiative présidentielle ou bien du président de la République. Donc, c'était juste un cri d'alarme pour que si ceux qui sont à la présidence de la République, d'ailleurs, même que le Covid organique, le Covid-19 est aussi en train de frapper un peu là-bas au niveau de la présidence de la République, donc, qu'ils essayent de se décarcasser pour qu'on trouve des solutions aussi rapides, parce qu'il y a plusieurs qui ont déjà été touchés par rapport à cette maladie là-bas au niveau de la présidence de la République. Donc, quand vous posez la question de savoir, Donald Trump a dit il y aura un vaccin d'ici 2020, 2021, c'est ce qu'ils avaient d'abord dit au départ. Maintenant, on nous fait savoir que, forcément, en 2020, on l'aura. Avant la fin de cette année, en tout cas. Mais écoutez, je pense que on a commencé par dire que c'est une maladie qui a été fabriquée dans un laboratoire. Cette maladie, ça veut dire qu'il y a déjà une solution. Pourquoi la Chine ne communique pas sur comment elle a pu vaincre cette maladie? Parce que c'est ça qu'il faut mettre sur la table. La Chine a annoncé à Mondiovision qu'ils ont vaincu le coronavirus. Et ils vendent de l'expertise maintenant aux autres nations. Et maintenant, ils sont là et disent, mais ça veut dire que c'est un business aujourd'hui. Peu importe ce que les autres vont dire aujourd'hui. L'Italie aussi, je crois, a annoncé qu'ils ont trouvé quelque chose aussi par rapport à cette maladie. Je pense que, en réalité, mais posons-nous la question, les médecins cubains qui sont venus aider l'Italie, ils avaient quelle solution? Parce qu'en réalité, il y avait une solution. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec une solution par rapport à cette maladie. Tous ceux qui travaillent sur cette maladie ont des solutions. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de toutes ces solutions et surtout le sabotage des solutions qui viennent surtout d'Afrique. Vous comprenez pas? On n'arrive pas à les valoriser. On n'arrive pas. Et c'est justement parce que le Covid organique de Madagascar a reçu un soutien formidable, que ce soit des médias, que ce soit des leaders d'opinion comme nous, et de certains chefs d'État, et de la télévision, et de DBS, comme vous avez bien. Donc, c'est parce que justement, il y a eu un accompagnement. C'est pour ça que le Covid organique a pu avoir cette place aujourd'hui dans certains États et dans certains gouvernements qui apportent des solutions concrètes à cette maladie. Nous pensons aujourd'hui que si ces Occidentaux avaient la solution, ou bien s'ils avaient déjà les moyens de nous vendre cette solution, parce que c'est la logique, c'est de chercher comment nous vendre la solution, parce qu'en réalité, ils ont voulu d'abord commencer par les vaccins. Mon argumentaire, par exemple, ils ont dit l'Afrique avait besoin de combien de milliards de dollars par rapport à cette pandémie. Ah, ils ont vite calculé ce que nous avons besoin, n'est-ce pas? Mais posons-nous la question, mais comment ils ont aussi su que nous allons atteindre ce niveau de pic? Parce que si en réalité, ils n'avaient pas programmé, nous ne serons pas à ce niveau-là. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, ils ont été court-circuités, mais ils sont en train de réfléchir à autre chose. Parce que quand nous regardons, même la plupart des morts, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, les personnes mortes en France ont plus de 60 ans. Donc en réalité, c'est comme si il y avait une cure, vous comprenez un peu, une cure de la vieillesse en France. Il y avait une stratégie d'élimination des vieux en France. On va dire que bon, cette maladie, est-ce que ça n'atteignait pas les jeunes de 40 ans, de 50 ans, mais il y a quelques cas qu'on a voulu nous faire croire. On nous a fait même croire que quelque part, il y a pas mal d'enfants, de jeunes enfants qui mouraient. Alors qu'en réalité, on a vu que c'est des gens à plus de 60 ans qui étaient en train de mourir. On se pose la question, est-ce que c'est réellement coronavirus qui est en train de décimer tout ce monde, ou bien avait déjà un plan bien défini? Et quand nous suivons les experts de cette affaire, quand nous suivons ceux qui financent la santé mondiale, c'est-à-dire les fondations comme Bill Gates, vous comprenez que avant que le corona n'arrive, avant que le Covid-19 n'arrive, il y avait déjà un plan bien établi pour atteindre certains objectifs. Et même la France, avec son Emmanuel Macron, vous savez que tout est spirituel. Vous savez que dès qu'on avait annoncé l'arrivée de Macron en France et tous les événements qui devaient se produire, parce qu'il y a des prédictions qui ont été faites par rapport annoncées. Et vous voyez que dès que ce jeune est arrivé, il y a eu, Notre-Dame a été consumée, il y a eu des problèmes, les gilets jaunes sont dans la rue. Donc il y a tout genre de problèmes au niveau de la France aujourd'hui. Donc nous pensons que la France doit reculer au moins à la 20e position aujourd'hui mondiale, parce qu'en réalité, elle est en train de chuter. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que en dehors des effets scientifiques, il y a aussi des effets spirituels dans cette affaire.
Messieurs, nous allons regarder justement une autre vidéo ce matin pour regarder et pour faire comprendre également à nos téléspectateurs et à tous les Camerounais, à tous les Africains qui nous regardent ce matin que justement le Covid-19 tue. Et ils sont nombreux d'ailleurs à être enterrés, il faut le dire, en ordre et surtout parfois dans une seule et unique tombe. On espère tout simplement que ces images, il faut le dire, ne vous feront pas vraiment très mal au cœur. Vous voyez, ces tombes, parfois des familles sont obligées de venir regarder comment on enterre leurs morts. Ce qui n'est pas souvent facile. Vous voyez, les hommes, parfois des médecins, c'est des personnels des hôpitaux qui est souvent bien habillés ainsi pour finalement enterrer justement ces morts du Covid-19. Justement, vous qui êtes à la maison, n'oubliez surtout pas, cette maladie, ce virus existe. Il faut donc faire très attention. Il faut respecter les mesures barrières. Vous êtes là quelque part dans le centre du pays. On parle bien sûr au côté de Yaoundé où on a creusé justement plusieurs tombes. Et vous voyez d'ailleurs quelqu'un passer avec un désinfectant pour essayer de désinfecter un peu partout avant de commencer à enterrer justement ces morts. En tout cas, on espère que ces images ne vous auront pas poussé à avoir peur, surtout ne pas avoir peur, mais surtout, il faut le dire, respecter les mesures barrières du gouvernement. Albert Anatolaï, si votre réaction après ces images? En tant que journaliste, je constate que dans une scène, enfin sur une scène autant pour moi comme celle-là, il y a des badauds, quelquefois les membres de la famille. Je constate qu'en dehors du port du masque facial, aucune distanciation sociale n'est observée. Physique. Je préfère utiliser le terme qu'on nous a imposé. Vous savez que désormais nous avons un vocabulaire, enfin le Covid nous a imposé notre vocabulaire. Il n'y a aucun respect des règles barrières, c'est-à-dire des mesures barrières en dehors, j'ai bien en dehors. Ce n'est pas souvent facile, Albert Anatolaï, ici, de voir que vous avez perdu un être cher et que vous soyez à distance, que vous ne soyez même pas là pour lui dire au revoir. Non, je voudrais dire... Voilà pourquoi vous voyez parfois ces dames qui sont autour justement de ces tombes en train de pleurer. Malheureusement, avec le Covid-19, on a banalisé et déshumanisé l'organisation, les cérémonies des obsèques en Afrique parce que nous avons notre manière à nous en Afrique de célébrer ou de pleurer le départ d'un être cher. Oui. Aujourd'hui, cette situation justement a déshumanisé notre façon d'organiser les choses. Nous avons l'habitude en Afrique de dire au revoir à celui qui part. Et vous, quelquefois même, ces personnes qui décèdent sont enterrées très tôt le matin et très souvent aussi... À la va-vite. À la va-vite et à l'insu quelquefois de la famille. Et ça pose un gros problème. Donc, disons que ce qui est fondamental, je crois que c'est lorsque vous avez passé cet élément, c'est pour sensibiliser les populations. Les populations, justement. Maintenant, pour revenir à la problématique qui est fondamentale, c'est que, bien évidemment, en dehors du masque facial, j'ai le sentiment que les autres mesures ne sont pas observées. Du port du masque facial, les autres mesures ne sont pas observées. On nous impose justement de laver des mains à l'eau coulante. Il y a beaucoup de quartiers qui ont passé dans les grandes villes, qui passent des mois sans avoir de l'eau. On demande aux populations de boire de l'eau toutes les 15 minutes. Je vous dis que nous avons les populations qui vont consommer, qui vont chercher l'eau dans les puits ou dans les forages, dont la qualité d'eau est douteuse. Parce que c'est pas forcément l'eau de forage n'est pas forcément toujours potable. Oui. Vous avez justement, on nous a demandé qu'il faut observer la distanciation physique, oui. Aller dans les marchés, aller dans les bars, aller surtout dans les lieux qui sont censés respecter ces mesures, dans les commissariats, notamment dans les cellules, dans les brigades de gendarmerie, notamment dans les cellules. Vous constaterez que les gardés à vue sont agglutinés les uns contre les autres sans masque facial. Donc, ça veut donc dire que là-bas, dans les cellules, rien ne peut se passer. C'est ce que ça veut dire. Donc, moi, je pense qu'en ce qui me concerne, qu'il faut qu'on soit sérieux lorsqu'il s'agit d'une question fondamentale comme la santé. Et il faut que le gouvernement, qui a la responsabilité de protéger sa population, le fasse. Deuxième chose,
quel est le projet qui se cache? Non, comment gère-t-on, n'est-ce pas, cette pandémie au Cameroun? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a un peu, il y a des non-dits dans la gestion. Il y a des non-dits dans la gestion de cette pandémie. On a le sentiment, en tout cas c'est un constat que j'ai fait en tant que journaliste, que on a refilé le bébé, on a abandonné le bébé au ministère de la Santé publique. Même en communauté où justement il y a de plus en plus de cas de contamination, nous ne voyons rien qui n'est fait. La seule chose que nous lisons sur les réseaux sociaux, ce sont les arrêtés préfectoraux, les communiqués radio, presse. Ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre une pandémie qui tue des populations. Non. Il faut qu'on soit sérieux. Dans le contexte de la décentralisation, je pense que les collectivités territoriales décentralisées doivent véritablement se mobiliser. Et on doit leur donner pas seulement les moyens financiers qu'elles ont l'habitude de revendiquer préalablement, mais surtout les outils didactiques. D'abord, pour faire une sensibilisation de proximité, parce qu'il faut éduquer les populations. Il faut parler aux populations le langage qu'elles comprennent le mieux. Et puis, il faut surtout prêcher par l'exemple. Vous ne pouvez pas venir demander aux gens d'observer les règles barrières, mais vous ne portez pas votre masque facial. Encore moins les gars. Moi, j'ai vu un élu municipal aller sur le terrain de la sensibilisation sans savoir porter son masque. Je parle du maire de la ville de Douala, qui va sur le terrain pour désinfecter les marchés, pour sensibiliser les populations, mais lui-même ne porte pas de masque facial, encore moins les gants, encore moins les bottes. En tout cas, c'est un contre-exemple. Il est costaud. Donc, non, je pense que c'est important. Donc, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut continuer à sensibiliser les populations. Éventuellement, il faut réprimer. Parce que là, nous sommes de caractère indiscipliné. Tout à l'heure, j'évoquais lors de ma prise de parole, notamment dans le coup de gueule, l'attitude, le comportement de certains citoyens. Donc, je pense qu'il faut mettre à contribution désormais la répression. Lorsque je ne parle pas de la répression policière, je parle de la répression légale, c'est-à-dire qu'on fasse parler la loi. Il faut commencer à faire parler la loi. Vous également, vous êtes d'accord avec ça, Éric Pépin-Bikaï, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a toujours les surcharges dans les taxis, sur les motos, et personne ne dit absolument rien. Non, en fait, il faut pas forcément faire parler la loi. Il faut interroger le degré de paupérisation qui mine la société camerounaise. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pour ça que sur ce plateau hier, devant le professeur Somo, je recusais un peu l'expression de distanciation sociale. Parce que moi, j'estimais que ça avait trait à tout ce qui est organisation de la société. Et que si on voulait sensibiliser avec une bonne compréhension de nos cibles prédéfinies, il fallait justement qu'on utilise l'expression de distanciation physique. Là, on sait qu'on a affaire à deux personnes et il faudrait qu'il y ait de la distance entre ces deux personnes. En fait, je ne suis pas linguiste, mais je pense que le professeur n'a pas contredit ce que je disais hier. Donc, pour dire que une ville comme Douala, pour comprendre cette ville, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que ça a tout d'une ville moderne, mais en réalité, c'est un grand village. C'est-à-dire les populations qui vivent avec une ruralité qui n'intègre pas les principes de l'évolution urbaine. Ça veut dire quoi? Les gens ont comme l'impression qu'ils sont au village, mais c'est la ville. Si vous voulez les faire appliquer la rigueur de la loi, en fait, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont même pas au niveau de la compréhension de cette loi-là. Parce qu'en réalité, leur objectif principal, c'est la survie. Il faut faire tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse survivre. Et survivre prioritairement pour eux, c'est avoir le pain quotidien. Qu'on trouve généralement sur la rue. C'est-à-dire, on sort le matin et on a 2 kilos de riz, on rentre à la maison, s'assurer qu'on a mis ces 2... Parfois, il n'y a même pas... Si on allait au centre, voilà, parfois, il n'y a même pas l'énergie nécessaire pour pouvoir mettre ce riz au feu. Il faut encore définir l'énergie qu'on va utiliser. Ça peut être le bois, ça peut être le pétrole. Et maintenant, quand c'est fait, c'est à ce moment qu'on rentre encore chercher l'autre kilo de riz du lendemain. Imagine donc que vous êtes face à un citoyen comme celui-là. En fait, vous êtes en train de punir qui? En fait, vous perdez votre temps. Tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle, à un moment, au début de cette pandémie, moi je le dis, ici, on a fait des erreurs, notamment au niveau du confinement. Parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que c'était une maladie de contact entre ceux qui avaient voyagé vers des foyers, dans des foyers de contamination et qui revenaient dans leur lieu d'habitation. Donc, il fallait déjà les contenir pour qu'ils n'entrent pas à l'intérieur d'un milieu social assez intéressé. Parce que vous avez tout à l'heure regardé, par exemple, les enterrements à Yaoundé.
Mais l'Africain a un rapport étroit avec la mort, avec celui qui est parti. Il n'est pas parti. Il est dans le bois. C'est un brillant poète qui le disait. Les morts ne sont pas morts. Ils sont tout autour de nous. Ils sont dans les bois. Donc pour l'Africain, ça ils sont dans l'eau qui dort. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Pour l'Africain, la personne qui part n'est pas partie. Elle se repose. Elle ne saurait donc partir comme si on était en train de se débarrasser de la personne. C'est la raison pour laquelle on reste scotché jusqu'à la dernière seconde avec le corps, alors avec le corps. Donc maintenant, quand une maladie arrive comme celle-ci, ça dérègle un peu l'anthropologie, la sociologie des ethnies, des peuples. Et c'est compliqué à faire comprendre. Il y a également un travail de pédagogie, d'andragogie qu'il faut engager pour expliquer pourquoi on procède de cette manière par rapport aux malades qui sont victimes Est-ce que cela empêche justement aux gens, à la population, de mettre justement en pratique les 13 mesures du gouvernement? Non, les 13 mesures du gouvernement sont justement très compliquées. Se laver les mains, est-ce que c'est compliqué? Non, très compliqué. Porter un masque, ne pas surcharger. Albert l'a évoqué tout à l'heure, que pour la plupart d'ailleurs, il n'y a pas de savon. Il n'y a pas d'eau potable, parce qu'on parle de se laver les mains avec de l'eau potable. De sorte que... Albert le disait encore d'ailleurs sur ce plateau il y a encore quelques jours. Hein. De sorte que... parce que le don du chef de l'État, nous on ne l'a pas reçu. Hein. Moi également. De sorte que... Vous l'avez reçu finalement du tout. De sorte que... André Guissé-Fanga, vous qui êtes souvent proche oh non, de l'État du Cameroun, là, je ne sais pas. Des autorités. non, je n'ai pas reçu de don du chef de l'État. Ça, on parle d'eau potable parce qu'en réalité, l'eau également est un vecteur de maladie, c'est le choléra. Donc, si elle n'est pas potable, elle peut également être à l'origine de la propagation d'une nouvelle maladie que nous n'avons pas encore maîtrisée jusqu'à présent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours les grandes crises de choléra. Et il y a pas mal de quartiers comme c'est André Guissé-Fanga qui n'ont pas d'eau. Voilà. Donc, pour dire par exemple que les 13 mesures barrières sont des mesures simples. Là, il faut le dire. Mais c'est difficilement implémentable. Mais pour Albert Anatola ici, il faut quand même commencer. Je suis d'accord. Si on essaie un peu d'évoquer le volet taxi. Dans une ville comme Douala, les taxis fonctionnent de cette manière. 2 devant, 3 derrière. Parfois 4, fait 6 personnes à parfois 4 derrière. Parfois 4 derrière. Ça dépend des heures de pointe. Là, quand les forces de l'ordre sont peu là, il y a également des zones. Ça veut dire que le taximan, à cette époque-là, avait une recette de 10 000. Il sait que si c'est fait peut-être sa dizaine de tours, il a sa recette. Maintenant, il cherche la plus-value pour pouvoir alimenter sa maison ou alors payer ses factures. Maintenant, on dit, OK, c'est une personne derrière, 2 devant et 2 derrière. En fait, on se retrouve un peu dans un... Cette mesure a été élevée. Voilà. Mais ça ressemblait un peu au taxi course en Europe. Hein. Mais sauf que nous sommes complices, Eric Piper, du cas du désordre. Parce qu'en réalité, si nous continuons de raisonner comme ça, ça va... Vous savez, là où vous... Ça, c'est la loi qui le dit. C'est un principe normal. C'est-à-dire que là où votre liberté s'arrête, c'est là où commence la mienne. Donc, vous ne pouvez pas m'exposer. Parce que vous avez vos raisons, vos motivations personnelles. De ce point de vue, je vous dirais non. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, cette ère de démocratie nous pose trop de problèmes. C'est pour ça qu'il y a eu autant de morts en France, en Italie, en tout cas dans les pays dits démocratiques. Parce que là-bas, il n'y avait pas la rigueur de la loi, comme dans les autres pays, comme la Chine, comme la Russie, ou bien le Pakistan, je ne sais pas quoi. Donc, il faut à un moment donné qu'on fasse parler la loi. Je trouve inconcevable que dans un lieu public, vous trouvez des gens non, pour eux, c'est devenu banal, ils n'ont aucune protection. C'est-à-dire, ils boivent la bière, ils boivent un coup, ils mangent un bout, et puis sans prendre aucune précaution. Donc moi, et c'est ça, parce que quand vous regardez les nouvelles statistiques, les chiffres, n'est-ce pas, du ministère de la Santé, la plupart, justement, des contaminations viennent des milieux communautaires. Mais je vais vous renvoyer la question. Comment peut-on consommer la bière au bar avec le masque? Non, alors en s'est protégé. Non, je veux dire que parce que justement c'est que non, je veux dire que non. Mais on soit sérieux. Mais justement c'est que quand on trouve qu'une mesure n'est pas bonne, dans un premier temps on a fermé les bars. Ça ne semblait faire l'objet d'aucun problème. C'est que les lobbies financiers estiment que non, l'État va payer des impôts, on a réouvert les bars. Et les gens vont maintenant, et tout le monde sait que ça peut être des foyers de contamination. Le professeur le disait, si les bars sont ouverts jusqu'à X heures. Et n'oubliez pas que la plupart de ces bars-là ont des licences d'exploitation qui s'arrêtent à 22 heures. Allez donc voir maintenant. On n'a pas également oublié les snack bars et les boîtes de nuit qui sont toujours également ouvertes. Les licences d'exploitation, c'est à 22, 23 heures. Ce n'est pas au-delà.
Les gens continuent de danser coller ma petite dans les... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va laisser avec Christophe Fanga terminer avec ce sujet parce que nous allons passer à autre chose. Je voudrais dire une chose, c'est le Cameroun est dans la recherche de solutions. Certaines personnes sont à la recherche de solutions, mais certains sont à la recherche du gain. Je dis bien, certains sont à la recherche des solutions, d'autres sont à la recherche du gain. Pourquoi? Parce que quand vous regardez maintenant les marchés de gré à gré de notre ami Dr Manaouda, parce que la présidente de la République lui a donné carte blanche de passer certains marchés, vous comprenez que ça devient très juteux. Très juteux, pourquoi? Parce que quand vous arrivez au niveau du stade militaire à Yaoundé, vous savez que ça a été très bien organisé là-bas et tout le reste. Mais vous comprenez qu'en réalité aujourd'hui, des gens arrivent dans des 4x4, ils se font dépister. Ceux qui sont sous les rangs, non? Ils se font dépister, ils repartent immédiatement avec le résultat. Oui. Et maintenant, ceux qui sont sur les rangs, on les teste, on leur demande d'attendre et on les demande d'attendre des semaines entières. D'attendre même peut-être là à l'extérieur qui traîne là. Après la soirée arrive, on dit donc repassez demain ou bien repassez dans quelques jours pour avoir vos résultats. Mais ceux qui viennent en 4x4 sont reçus immédiatement. Donc vous comprenez qu'il y a même du favoritisme dans le traitement de la maladie ou bien dans le dépistage. Donc vous comprenez qu'il y a des problèmes assez importants dans notre nation, sans compter ceux d'ailleurs que Albert Anatola ici était en train d'évoquer tout à l'heure, d'incivisme, des gens qui ne prennent pas conscience que cette maladie est en train de sévir, est en train de faire des ravages sur notre nation. Et parce que justement, le gouvernement, dans sa logique, devait déjà prêter le flanc à la propagation de cette maladie. Mais parce que posons-nous la question, qu'est-ce que Air France est venu chercher au Cameroun encore ces jours-ci? On se pose la question. Sachant que c'est Air France le premier à contaminer le Cameroun, sachant que c'est des passagers de Air France, c'est un Français, vous voyez qu'on a toujours le problème avec les FFF. Vous comprenez un peu? Donc, on a toujours ce même problème. On se pose la question, mais comment est-il possible que ceux qui nous ont amené la maladie continuent à se mouvoir dans notre nation comme ils veulent? Air France est arrivé, a déposé ce qu'il avait à déposer. On a vu les mesures qui ont été prises par rapport aux passagers et tout le reste. Mais pourquoi ne pas prendre... Mais on laisse les gens au marché central s'agglutiner, se mettre ensemble. On laisse les motos continuer à bâcher. On laisse la vie, les bars et tout le reste. Donc, vous comprenez qu'en réalité, il y a d'un côté ceux qui luttent pour que la maladie puisse s'estomper, mais il y a ceux qui luttent aussi pour qu'ils puissent se faire des bénéfices sur cette maladie, parce que aujourd'hui, d'ailleurs je profite pour saluer le médecin d'une clinique qui a été fermée. Comment ils peuvent soigner une maladie à 14 millions? Vous comprenez, posons-nous la question. Il était en train de soigner tout un village. Il était en train de soigner 120 personnes. Non, je le salue parce que c'est des brillants Camerounais. C'est des brillants Camerounais, vous comprenez un peu. Quelqu'un qui vous sort une facture de 14 millions, même si vous étiez malade de quoi? Vraiment, 14 millions en 2 jours. Parce que et même 2 jours, c'est beaucoup parce qu'on a amené le malade. Non, ne vous inquiétez pas. On en a parlé ici. Donc, vous comprenez que... C'était pas 2 jours, en tout cas. Mais écoutez, soyons sérieux. Vous comprenez qu'il y a des gens qui en font du business. Donc, ils ont compris que Covid-19 donne l'argent. Maintenant, même dans les hôpitaux, il y a ce business qui passe maintenant. Parce qu'on vous dit, OK, surtout dans les unités de prise en charge, on vous dit, bon, OK, même si vous êtes mort de diabète, vous êtes mort de palud, vous êtes mort de ceci. On va déclarer que vous êtes mort de Covid-19. On dit, OK, on va déclarer que vous êtes mort de Covid-19 pour que les factures, ce que vous payez de moitié, et parce que vous savez que la maladie est prise en charge par le gouvernement. Donc, vous comprenez que une partie, on demande à la famille de payer peut-être une partie de la facture, en moitié, l'autre moitié revient, et après ça ne part dans aucune caisse. Donc, vous comprenez que les gens en ont fait du business en dehors dans notre pays, même ailleurs. D'ailleurs, l'origine d'abord de la maladie, c'est une maladie business. Donc, vous comprenez que les gens en profitent et c'est venu trouver un territoire qui est favorable à ce genre de business. Donc, continuez dans votre business, mais Dieu nous garde. Continuez dans votre business, Dieu nous garde.
Hier était le 26 mai de l'an de grâce 2020 et le 26 mai 1990, on a créé justement, il faut le dire, le SDF, le Social Democratic Front. 30 ans après, qu'est devenu le SDF, Albert Anatola ici? Mais écoutez, le SDF... 10 minutes. Non, disons que le SDF a fait rêver beaucoup de jeunes oui. Qui avaient soif de changement. Surtout que le slogan sonnait bon, ça sonnait bien à l'époque. Power to the people. Sauf à don't finish. Sauf à don't finish. Donc c'est un slogan qui portait. Il a fait son temps. C'est un parti qui a été créé, qui est dans le contexte que nous connaissons, notamment dans le contexte du multipartisme, du retour du multipartisme au Cameroun, avec, n'est-ce pas, le vent de l'Est qui soufflait, avec surtout les fondements du bloc soviétique. Du bloc soviétique. Donc, et puis, il y a eu les morts en 90, je crois, à sa création. Donc, je pense que c'est un parti qui est également... comme nos anciennes villes. Vous savez que la plupart de nos anciennes villes, notamment Edea par exemple, Monantilo comme chez moi, ce sont des villes qui ont fait le temps. Le SDF a fait son temps, malheureusement quelquefois avec une idéologie qui était un peu paradoxale. Finalement, on s'est rendu compte qu'il était important peut-être d'ouvrir la porte à d'autres formations politiques, à d'autres courants d'idéologie. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que le parti d'en face, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a malheureusement fragilisé ce parti-là. Et d'abord, la fragilisation est venue de l'intérieur, avec des courants de pensée divergents. Il y en a qui voulaient peut-être une rupture brutale, pendant que d'autres voulaient qu'on ait un peu de manière progressive. Il faut quand même souligner, pour féliciter et remercier M. John Fundi, que sans son tact et surtout son patriotisme, je pense que le Cameroun aurait basculé en 92 après l'élection présidentielle. Parce qu'il y en a qui voulaient vraiment mettre à mal non seulement le pays, mais surtout ébranler les institutions de la République avec le concours d'une certaine Française Cook à l'époque qui était ambassadrice des États-Unis au Cameroun. Donc je pense qu'aujourd'hui, le SDF est là, ce n'est plus ce parti qui a fait rêver les Camerounais, qui était une alternative à un vent de changement. Mais sauf que le SDF occupe quand même l'espace politique. La preuve, c'est qu'il est représenté à l'Assemblée nationale, en tout cas dans la chambre basse du Parlement. Quoi qu'il en soit, c'est un parti qui compte. Et à la chambre haute, même si l'un des bras droits du SDF, de John Fundi Mbandam, est décédé, ça il faut le préciser également. Malheureusement, parce qu'il est gay également à la chambre depuis belle lurette déjà. Déjà, nos confrères de Le Messager ont titré ce matin « Bataille pour l'alternance, la mort programmée du SDF ». C'était une grande interrogation, en tout cas pour nous. Non, c'était une grande interrogation. Il ne faut pas oublier que le SDF a souffert beaucoup plus, comme disait Albert tout à l'heure, des luttes intestines. C'est-à-dire qu'un parti se doit de présenter plusieurs figures. Malheureusement, au SDF, qui est un parti socialiste, qui est membre de l'Internationale socialiste, le SDF n'a pas pensé à renouveler sa classe dirigeante. On est resté figé sur une figure, John Fundi, qui a fait les choux gras du vent de la démocratisation du Cameroun en 1992, mais également qui a fait beaucoup d'erreurs, notamment le fait qu'il ait refusé de participer aux élections locales de 1997 et qui est revenu en 2004 dans une sorte de coalition avec plusieurs partis de politique dont on a dégagé le docteur Adamou Damdjia comme membre, en fait comme représentant de cette coalition-là. Et vice-président, il a refusé d'accepter les verdicts de ces élections pour se présenter. Donc, ça fait que la plupart des figures qui ont porté la lutte au début des années 92, les professeurs Charlie Gabriel-Borg, les professeurs Kamto, les Benamouna, les professeurs Tekam, ils sont très nombreux, les professeurs Elisabeth Tamanjong, ils sont très nombreux comme ça, qui étaient des figures de proue, qui portaient l'idéologie, la lutte intestine, la qualité de réflexion du SDF. Et puis, tout ce qu'on retient, c'est que le seul dirigeant du SDF, sur les 30 dernières années qui s'achèvent, ce n'est que John Fundi. Et c'est difficile pour un parti comme celui-là de se réinventer. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand le jeune Célestin Jamin arrive de France en 2001, si je ne me trompe pas, lors du congrès de Bamenda, il veut challenger John Fundi. Mais ses autres compères regardent cette ambition. Il apporte d'ailleurs des idées voilà. nouvelles. Les autres compères regardent cette ambition comme étant
une approche Kidam, c'est-à-dire quelque chose d'interdit. Comme si c'était un coup d'État contre John Fundi, ça il faut le préciser. Pourtant, je me souviens, cette période-là, CDC était dans une approche de renouvellement de l'idéologie de ce parti, qui, faut le dire, continue à recruter. Aujourd'hui, le SDF, avec la guerre, malheureusement, du nord au sud-ouest, n'a pas permis en sorte que ce parti fasse une bonne figure. En 2018, aux élections présidentielles, ils sont revenus, je pense qu'ils ont eu 3 ou 4%. Et aujourd'hui, ils ont à peu près 5 députés sur l'ensemble du territoire. Pourtant, c'est un parti qui comptait entre 20 et une trentaine de députés dans les mandatures passées. Donc, vivement que ce parti renaisse peut-être avec des nouvelles figures. L'environnement aujourd'hui, politique aujourd'hui, est compliqué parce que la concurrence est rude. Il y a les jeunes loups qui arrivent, les Cabral et Bisson là, et il y a le MRC qui a pratiquement recruté à l'intérieur du SDF. Il y a l'UDC qui n'est pas en l'aise. Bref, il y a des figures d'opposition aujourd'hui qui sont là et qui n'hésiteront pas à damer le pion définitivement au SDF. André Kisef, encore peut-on dire qu'aujourd'hui le SDF est fragilisé parce qu'il y a pas mal d'autres partis politiques qui ont justement puisé même à l'intérieur de ce parti pour se construire. Vous savez, un parti politique d'abord c'est ses hommes. Et si vous n'avez plus assez d'hommes capables d'apporter des idées nouvelles ou bien de booster le changement ou bien de la matière pour faire marcher le parti, vous allez mourir, ça c'est clair. Et ces hommes aussi, quand on parle des hommes, on pense aussi qu'il y a des forces, que ce soit des forces mystiques, des forces spirituelles, des forces naturelles, des forces intelligentes. Quand on vous désosse de tous ces hommes-là, vraiment, vous ne vous retrouvez que seul. Parce que quand vous regardez un John Fundi des années 92, de 90 à 92, tout feu, tout flamme, qui mobilisait 100 000 personnes, 200 000 personnes, 500 000 personnes. Vraiment, c'était incroyable. C'est comme si la foudre arrivait dans une ville quand John Fundi arrivait. J'ai vu cela rarement dans un meeting, lors du dernier meeting de Cabral Libé à la présidentielle ici au stade Sikam. J'ai vu ce genre de déferlement. J'ai vu un Fundi en puissance à ce moment-là. Mais nous croyons aujourd'hui qu'un parti politique doit savoir se renouveler, soit savoir se régénérer. Et je pense que le SDF est entré dans la même logique que le RDPC, dans la même logique que le MRC, où il n'y a qu'un seul individu qui est le plus fort, le plus puissant, le plus tout. Donc c'est lui seul qui est le seigneur de tous les seigneurs. Donc en dehors de lui, il n'y a plus personne. Donc quand Pa a parlé, on l'appelle d'ailleurs Pa, ne vous inquiétez pas. Je dis quand Pa a parlé, plus personne ne doit plus dire mot. Alors que dans un parti politique, le parti politique est une association des forces mystiques, une association des forces spirituelles, une association des forces matérielles et tout le reste, intelligentes et tout le reste. Donc, c'est un consortium. Mais si un seul instant, vous arrogez tous les pouvoirs, alors vous êtes en train d'aller directement à la tombe. Et c'est ce qui est arrivé au SDF aujourd'hui. La plupart des forces, malheureusement, il a voulu avoir ce renouvellement avec le jeune Joshua Oshie, mais on vient lui jeter un os quelque chose déjà de pourri. Donc on vient lui mettre au devant de la scène quand les choses sont déjà presque finies. Donc quand toute la matière, toute la puissance, tout ce qui était nécessaire est déjà parti du SDF. Donc je pense que le 8-2 a concouru aussi beaucoup à l'affaiblissement du SDF aujourd'hui. Vous connaissez le 8-2, n'est-ce pas? Le fameux article du 8-2 du NEC, donc, qui coupait les têtes à tout. Donc quand vous avez eu des femmes comme Kawala, que bon, je ne l'aime pas beaucoup, mais c'est une force politique. C'est quand tu perds une femme comme Kawala, c'est une perte énorme qui est allée créer sa part de parti. Quand vous perdez des gens comme Bernard Mouna, vous avez perdu une force. Quand vous perdez Elisabeth Tamandjon, donc vous perdez les forces même du parti, la racine même du parti. Donc c'est normal que vous vous retrouvez avec une coquille. Et puis un temps, on faisait savoir que John Fundi faisait savoir que c'est son parti politique, c'est lui qui l'a créé, donc on ne pouvait pas le déboulonner. En fait, John Fundi est tombé dans le piège du parti au pouvoir. Simplement. Tomber dans le piège du parti au pouvoir, pourquoi? Parce que
en réalité, on t'amène à comprendre que non, c'est toi l'unique personne qui doit parler pour ce parti. C'est toi, c'est le seul interlocuteur. Il a la tête de ce parti depuis 30 ans. Paul Biya est justement... C'est justement de mauvais exemples. C'est des mauvais exemples. C'est pour ça qu'on amène justement... Pourtant, on parlait d'alternance. On amène tous les leaders politiques à entrer dans la même logique que le RDPC. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire... le président national est le candidat naturel du parti. C'est la même chose. Vous avez vu un petit parti comme le Manidem qui a eu des explosions. Pourquoi? Parce que au départ, on embarque Dakani comme président. Donc, vous comprenez que parce que le parti appartient à un seul individu. Et jusqu'à présent, le parti reste dans sa maison. Donc, vous comprenez que c'est la même chose aujourd'hui. Vous voyez que dans l'UDC, par exemple, la présidence du parti est devenue sexuellement transmissible. Donc, ce n'est plus politiquement transmissible. Le parti a muté de Dr Adamou Ndamjoya à Madame Ndamjoya. Alors que la mairie Banjul également a muté pour faut pas aller jusque-là. Non, je suis en train de dire... Je voulais juste ajouter... Monsieur, le temps est fini. Je conclue juste en quelques secondes. Pour dire que, en réalité, les modèles politiques ont été calqués selon le parti unique. Et c'est justement ça qui fait problème jusqu'à aujourd'hui, où on a un homme fort dans le parti. En dehors de lui, plus personne ne dit mot. Je voulais juste un élément important dans la déchéance du SDF. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, lorsqu'il fallait dégager un candidat à l'élection présidentielle et accessoirement un successeur en Frondi, le gars le plus expérimenté dans cette chaîne de responsables du SDF, c'était Mbadam. Donc il y a une rupture en mettant Mbadam de côté pour choisir Joshua. Heureusement, Mbadam est resté cette année. Voilà, on a joué sur la carte qui est en connivence avec le pouvoir en place. On a joué sur la carte de la jeunesse de Joshua, mais c'était une erreur grave. Parce qu'en réalité, le mec n'avait pas toute l'expérience qu'un Mbadam aurait. Il ne faut pas oublier, vous l'avez relevé tout à l'heure, Mbadam a fait 22 ans de législature à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il avait une très grosse expérience pour pouvoir porter le parti. Il faut le dire de John Frondi. Donc il n'a pas bénéficié de cet héritage-là. Non, il faut quand même dire que le SDF, pour terminer, le SDF déjà, il faut quand même le dire, était considéré comme le parti anglo-bamileke. Ça, il faut le préciser. Et il a souffert non seulement des crises endogènes, mais des contingences exogènes, notamment les problèmes d'ancrage sur le national. D'ancrage. Parce que le SDF n'avait pas le même ancrage que le RDPC, comme la plupart des partis en tout cas. Donc, ajouter à cela, les soupçons, n'est-ce pas, d'intelligence du leader avec le parti, ou du moins avec le régime en place, ça a donc davantage fragilisé le parti pour ceux-là qui avaient, surtout pour les jeunes qui avaient des ambitions, notamment la nouvelle élite qui voulait justement inculquer l'aile progressiste du parti. Ça a quand même créé des problèmes au niveau surtout avec le fameux Wideko tout à l'heure. Donc, au lieu du changement qui était le slogan, n'est-ce pas, du parti, on se retrouvait en train plutôt d'assumer une dictature à l'intérieur du parti. Albert Natoula ici, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Il faut rappeler à ici que c'est dans son Monatélé natal que John Frondi a été désossé. Vous comprenez un peu par ces forces mystiques qui venaient prendre le pouvoir. Il faut se le dire, il faut expliquer ça aux Camerounais parce qu'il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas. On aura le temps d'expliquer cela aux Camerounais. On fait la politique visible. Non, monsieur, on fait la politique invisible. Et les Bébé, merci également à vous. Mesdames, messieurs, vous êtes africain, monsieur Bouka. Nous avons suivi ce matin. Rendez-vous est pris pour demain jeudi. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée. Au revoir.